Comme ce matin, je vais vous imposer ou ne pas vous imposer de pause, plutôt. Voilà. On va passer, si vous voulez bien, directement à l'intervention sur le PCCI, hein, c'est-à-dire, Olivier Le Seeutre, et Camille Amédée-Villaud, et puis on prendra la conclusion avec François Betton. Je voulais vous remercier, hein, les entreprises, hein. Vous savez qu'à ICOMOS, on a ICOMOS, un groupe qu'on appelle groupe gens de métier. On a bien conscience qu'on n'est rien sans vous. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Olivier Le Sieutre, RMB. J'étais aux côtés de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie Procato et Camille Annette Villot, qui est ingénieure corrosionniste chez Fraissinet. On va essayer de vous refaire une synthèse de la protection cathodique, parce qu'il y en a quand même globalement beaucoup qui a déjà été dit. Alors, pour faire court, la protection cathodique, on a parlé de courant, on a parlé de tout un tas de choses. Un acier qui est dans le béton, il est protégé par le pH fort lorsque le béton est frais. Et au fur et à mesure de la vie de l'ouvrage, la carbonatation fait, qui est un vieillissement normal, fait que le pH baisse. Dans certains cas, il peut y avoir des polluants. Là, ici, il y a des sulfates sur les ouvrages des piscines, des ouvrages à la mer, ou des ouvrages d'art, il peut y avoir des chlorures. Toujours est-il que la vie de l'ouvrage fait que les aciers, d'un point de vue électrochimique, ne sont plus protégés, la corrosion démarre. Donc, un acier qui se corrode, c'est un acier qui perd son énergie. Parce que, enfin, moi je me souviens la première fois, quand j'ai commencé à faire de la PC il y a 26 ans, quand on m'a parlé d'anode et de cathode, c'était quand même vachement loin, hein. Je regardais la personne en face, je me dis: «De quoi il me parle?» Bon, donc un acier qui se corrode, c'est un acier qui perd son énergie. Donc c'est ce qu'on appelle un site anodique, et un acier qui est protégé, qui bénéficie d'un courant de protection, ça s'appelle une cathode. Voilà, pour revenir à des fondamentaux. Donc là, on a le vieillissement normal d'un acier dans du béton armé ensuite, vous avez entendu parler de patch repair. Donc patch repair en anglais, réparation ponctuelle en français. Le problème de cette techno, on la connaît, c'est qu'elle génère ce qu'on appelle des anodes induites. Alors, c'est quoi une anode induite? C'est quoi cette bête? Bah, c'est tout simplement que vous avez un site anodique, donc on a un acier qui rouille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On purge, on nettoie, on répare. On ramène un mortier de réparation. Aujourd'hui, il y a des règles de l'art qui nous déterminent comment réparer, comment préparer le support, quels sont les produits qu'on utilise. Et ces produits ont tous des qualités intrinsèques qui leur permettent d'adhérer au support et de protéger les aciers. Sauf que l'acier qui est dans votre zone réparée, lui, il est de nouveau protégé par un pH fort, par un mortier de bonne qualité qui vient d'être mis en œuvre correctement. Les aciers de chaque côté de la réparation, eux, ils sont toujours dans le béton d'origine, dont le pH a varié et qui peut être, dans certains cas, pollué avec des chlorures, des sulfures, tout un tas de choses. Donc, si on reprend nos cours de troisième, comment est-ce qu'on crée une pile? Eh ben, on met deux métaux dans un même milieu, ou on met un métal dans deux milieux différents. Eh bien, la zone que vous venez de réparer, elle est protégée parce que le béton projeté, le mortier de réparation, le béton coulé, avec ses caractéristiques intrinsèques liées à l'hydratation du ciment et au pH fort qui se dégage, protège l'acier. Par contre, les zones périphériques, ça déclenche des zones anodiques, donc des zones de corrosion. Soyons très clairs, ces phénomènes sont beaucoup plus rapides lorsqu'on est sur des bétons pollués au chlorure ou avec des sulfures sur les ouvrages d'épuration, par exemple. Quand on est sur des bétons carbonatés, le phénomène est plus lent. Néanmoins, il existe. Et c'est pour ça que toute la réflexion qui a été évoquée depuis ce matin, à l'aide de gens comme le Lerme, qui savent faire des diagnostics. Et croyez-moi, un bon diagnostic, c'est fondamental. Moi, aujourd'hui, j'interviens sur beaucoup de sujets. Le problème, c'est que les maîtrises d'ouvrage ne comprennent pas l'importance du diagnostic. Et un diagnostic foireux, je vous garantis que ça fait un chantier avec de l'ambiance, hein. Parce que là, on découvre plein de trucs qu'on n'avait pas vus, hein. Et là, c'est la galère pour tout le monde. Donc, très clairement, ce projet, pour moi, au-delà de tout ce qui vous a été présenté ce matin, il est le symbole de la manière dont il faut aborder une affaire. À savoir que déjà, on réfléchit, on a évoqué le comité scientifique. Pourquoi est-ce qu'on fait un diagnostic? Qu'est-ce qu'on cherche à voir? Pourquoi on a besoin de telle ou telle chose? Donc, ça permet de légitimer l'argent que le maître d'ouvrage va mettre dans le diagnostic. Ce diagnostic,
permet de décrire factuellement ce qui se passe sur l'ouvrage qui fait l'objet des réflexions. Et ces faits permettent d'écrire une note d'hypothèse réparatoire qui va permettre de définir un certain nombre de technologies, un certain nombre de technos qui peuvent être utilisés. Mais après, c'est dans quelle mesure ces technos, si elles peuvent être utilisées, elles correspondent exactement à ce qu'on va devoir faire. D'où la pertinence de l'essai pilote. Alors on appelle ça un essai pilote, on appelle ça un chantier test, tranche d'essai, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ça permet de factualiser la réponse de l'ouvrage par rapport aux méthodes réparatoires que l'on a imaginées au stade avant-projet. Et c'est fondamental. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cadre-là, si vous pouvez passer la diapo d'après, voilà. Dans ce cadre-là, on a imaginé mettre de la protection cathodique. D'accord? Ça vous a été dit, il y a certains endroits, certains éléments de l'ouvrage, on a mis de la protection cathodique. D'autres, on n'en a pas mis. Il y a quelques instants, il a été expliqué que les claustras ont été réparés en traditionnel. Mais pourquoi? Parce que mettre de la procato sur les claustras, c'était un non-sens. À un moment, c'était, entre guillemets, mettre un rouleau compresseur pour écraser une mouche. Ça n'aurait pas été légitime. Aujourd'hui, les technos qui ont été déployés sur ce chantier, que ce soit sur les poteaux porteurs ou sur les claustras, sur l'ensemble des éléments, il y a eu une vraie réflexion en se disant, est-ce que ce que l'on imagine, c'est légitime ou pas? Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'aujourd'hui, quand on a des situations de corrosion qui sont déclarées, on sait que cette évolution, on le sait depuis 82, il y a un chercheur italien qui s'appelle Tutti, qui a expliqué que la corrosion est un phénomène qui se développe lentement et qu'à un moment, il y a un point de bascule et on est sur un développement exponentiel. D'accord? Et donc, toute la réflexion de toute l'équipe, c'est pas Olivier Le Seutre, c'est toute l'équipe, a été de dire où est-ce qu'il faut qu'on répare et faire en sorte qu'on n'ait pas à revenir sur ces éléments-là. Il y a des éléments, on pourra revenir, mais les poteaux extérieurs, on ne pourra pas. Donc, François vous a expliqué ce qui a été fait et toute la protection catholique qui a été mise sur ce qui était préservé, c'est dans l'objectif d'une durabilité de plusieurs décennies. Donc, sur ces photos, vous voyez, là, ce sont des exemples d'un autre forêt. Ça, c'est les photos d'un autre chantier où il y a des rubans, les mêmes que ceux qui ont été mis ici. Pourquoi j'ai mis cette photo? Alors, c'est simplement pour qu'on voit la distance nécessaire pour faire les travaux de qualité. Tout à l'heure, les gens de CIREM sont intervenus en expliquant comment ils avaient monté l'échafaudage. Eh bien, sachez que quand on monte un échafaudage pour des réparations de ce type-là, ce n'est pas un échafaudage de façadier avec 80. On a besoin d'une distance pour faire de l'hydrodémolition, du béton projeté en sécurité, parce qu'il faut que la lance soit à minimum 80 cm à 1 mètre du support. Donc il faut que les garçons puissent se déployer tout en étant en sécurité. Donc ça, c'était aussi une des contraintes qui leur a été imposée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, le choix des méthodes réparatoires a un impact, non seulement sur ce qui va être fait et sur la durabilité qui en suit, mais aussi, dès le début, ne serait-ce que sur la conception des accès. Tout simplement. Là, on est dans un parc, il n'y avait pas de contraintes particulières, je l'évoquais tout à l'heure à midi avec l'un d'entre vous. On n'est pas sur un ouvrage en conditions d'exploitation, mais il s'avère que je dirige un chantier sur Paris, je co-dirige un chantier sur Paris qui est le Centre national de la danse de Pantin, qui est un bâtiment qui est en exploitation. Eh bien, interviennent l'essai pilote. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de faire des mesures acoustiques, de voir quelle est la diffusion des bruits solidiens, des bruits aériens, comment est-ce qu'on protège les gens qui sont à l'intérieur. Tous ces paramètres-là doivent être vus et intégrés dans le cadre du chantier test. Donc vraiment, c'est important. Donc la protection cathodique, là, qu'est-ce qu'on fait? On pousse du courant dans le béton au bénéfice des aciers. Ce que je vous disais dans mes propos liminaires, un acier qui se corrode, c'est un acier qui n'a pas assez d'énergie. Et ben on lui fournit de l'énergie. Donc, on prend. Alors, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de protection cathodique par courant galvanique, les anodes sacrificielles. C'est une techno qui a été utilisée, qui peut être utilisée dans certains cas, mais dans le cadre d'un béton comme celui de la Tour Perret, qui est très carbonaté et donc très résistif, ces technos-là n'auraient pas fonctionné. Vous vous souvenez tous, on a tous appris ça à l'école, U égale RI, la loi d'Ohm. Oui, mais quand vous avez compris ça, vous avez compris notre métier en fait, en vrai. Pourquoi? Quand vous utilisez de la protection sacrificielle,
U, c'est la tension entre le fer et le zinc. 0,5 volts. Bah, si vous avez un béton qui est hyper résistif, 0,5 volts, le courant, il va nulle part, hein. Globalement, il va à 5 centimètres de l'anode. Ça ne protège pas le reste. Là, Camille a conçu avec son équipe, et ils ont déployé des systèmes qui font que ça lui permet de contrôler et de mettre la tension qui est nécessaire en fonction de la réaction de l'ouvrage. Tout à l'heure a été évoqué en fin de matinée plutôt, le fait que, en fonction de la température, il y avait des réactions différenciées de l'ouvrage. Eh bien, pour les réactions électrochimiques, c'est la même. Contrairement, moi, quand j'ai commencé à bosser, je pensais que c'était l'hiver que les aciers corrodaient le plus. Non, c'est l'été. Tout simplement parce que la loi d'Arrhenius s'appliquant, les bétons deviennent plus conducteurs l'été, donc les échanges de flux sont bien plus importants l'été que l'hiver. Donc globalement, l'hiver, votre ouvrage, il prend de l'eau. Quand c'est des ouvrages, par exemple routiers ou autres, il prend du sel. Et puis quand il commence à faire chaud, c'est là que ça corrode le plus. D'où aussi la nécessité de faire intervenir des professionnels. Quand je dis des professionnels, ce sont des professionnels de ce métier, de la réparation et de la gestion de la corrosion, que ça soit au niveau de la maîtrise d'œuvre, mais au niveau des entreprises. Parce que je pense que vous le savez tous, il y en a alors moi j'ai plus de cheveux, mais il y en a quelques-uns qui ont des cheveux blancs. Des vendeurs de cauchemars, il y en a quelques-uns quand même, hein. Des gens qui vous vendent des produits miracles. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces technos fonctionnent, et aujourd'hui, Camille a fait la mise en route, elle va vous en parler dans quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contrôle de point d'arrêt systématique à toutes les étapes qui fait que quand vous branchez, ça fonctionne. Donc la protection cathodique aussi, c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai contrôle au quotidien par des personnels quand ils posent, mais des personnels aussi d'encadrement qui savent vérifier et acter les contrôles qui sont faits. C'est important. On peut avoir la présentation d'après. Donc ça, c'est ce qui vient de vous être expliqué. L'autre d'après. Souvenez-vous de ça, factualisation de la note d'hypothèse réparatoire. C'est ce qui évite, si vous avez un chantier pilote qui est dans votre phase travaux, si vous avez une mauvaise surprise, vous êtes planté. Alors que le fait de faire un essai pilote ou un chantier test avant, ça permet de factualiser, de rendre le marché robuste. Et petite précision, dans le génie civil, c'est quelque chose effectivement qu'on fait régulièrement. Il arrive régulièrement que l'entreprise qui fait le chantier test ne soit pas la même que celle qui fait les travaux, hein. Le code des marchés publics n'impose pas de choisir celui qui a fait le chantier test. Voilà. Je vous remercie. Alors merci Olivier. On m'entend là? Oui, c'est bon, on m'entend. Je vais être plus rapide, hein, d'autant plus que la majorité de ce que je voulais aborder a déjà été dite. Donc c'est bon. Du coup, moi, avec mon collègue Mustapha Zouaoui, nous étions en charge du dimensionnement en phase d'exécution de l'APC, des contrôles externes et de l'activation et de la mise en service. Du coup, c'est moi qui fais les diapos ou c'est la régie? La régie. Voilà. Du coup, moi, je comptais vous parler de ça. C'était les enjeux majeurs, dans le cadre, quand on est entreprise, les enjeux majeurs, d'un ouvrage, monument historique. C'est du coup de s'assurer de la compatibilité de la protection cathodique avec les exigences demandées, dans les monuments historiques. Les exigences dont je voulais vous parler, c'était la conservation des bétons, la réversibilité et l'esthétisme. Pour la conservation des bétons et l'esthétisme, on était quand même habitué à ce type d'exigence, mais je vous avoue que la réversibilité, c'est un concept qui était très nouveau pour moi. Du coup, pour, s'assurer cette compatibilité, c'était une sorte de compromis, tout au long, de ce dimensionnement. Pour avoir justement ce compromis entre ces 3 exigences, il faut savoir que la protection cathodique est intrinsèquement une méthode réparatoire qui, conserve les bétons d'origine, qui limite les purges. La protection cathodique, c'est régi par la norme du coup, 12696 à performance qui dit que, il n'est pas nécessaire d'éliminer avant l'application de la protection cathodique du béton adhérent contaminé par les chlorures ou carbonatés. Donc on se limite uniquement à la purge des bétons non adhérents, ce qui est aussi un point bonus pour le bilan carbone. Aujourd'hui, on peut le dire. Cela étant dit, l'accès aux aciers est nécessaire, obligatoire pour vérifier et même rétablir la continuité électrique, sachant que dans des monuments historiques, la continuité électrique n'y est jamais présente, comme ça de manière naturelle.
de fait de la méthode constructive ou de la corrosion des bétons, donc c'est nécessaire d'accéder à tous les aciers. Du coup, pour cela, pour étudier, pour limiter la purge des aciers, on va étudier le plan de ferraillage. Les plans de ferraillage vont conditionner la faisabilité d'une protection cathodique. Est-ce qu'on a accès à tous les aciers pour pouvoir vérifier ou pour pouvoir rétablir la continuité électrique de tous les aciers ou non? Et aussi la quantité de purge et de rainure parce que du coup, la protection cathodique, grosso modo, c'est des anodes dans le béton, intégrées dans le béton qui fournissent un courant de protection. Ces anodes sont reliées à la borne plus du générateur et à la borne moins, on relie les aciers. Mais bien évidemment, on ne va pas prendre chaque petit acier relié avec un câble au générateur. On va mettre en continuité électrique, donc faire en sorte que tous les aciers se touchent pour protéger la cage d'armature qui, elle, va être reliée au générateur. Mais il faut aussi prendre en compte certaines caractéristiques comme la réalité de l'enrobage et la résistance mécanique du béton pour pouvoir choisir la bonne technique de purge, pour notre ouvrage. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc là, c'est les exemples que vous avez déjà vus. Donc comme l'a dit, François, on avait de la chance d'avoir des plans de ferraillage qui étaient quand même précis. À minima en termes de section d'armature et de quantité d'armature. Mais il faut savoir qu'on a eu quelques hétérogénéités de l'enrobage, c'est-à-dire que sur les piliers, principaux, on pouvait avoir des enrobages de 5 centimètres à 13 centimètres sur la hauteur du pilier. Donc on a eu quelques difficultés par rapport à ça, notamment pour, les repérer, les armatures. Ça n'a pas toujours été, très facile. Et on peut voir aussi sur la photo de droite qu'une fois les travaux terminés, les purges ne se voient plus. Il y a eu un beau travail de fait, donc on préserve au maximum les parements. Je vous laisserai faire la slide, suivante. Donc toujours dans cette histoire de compromis entre les exigences, en monument historique, on avait le choix des anodes, donc on en a parlé. Sur les piliers principaux, c'est des anodes forées. Donc là, c'est un système qui est plus invasif dans le sens où on vient forer le béton et sceller des anodes à l'intérieur. Par contre, on préserve le parement puisqu'il n'y a pas besoin de venir rapporter du béton, donc on préserve le parement d'origine, donc ça a été un peu le compromis. Et pour les enrayures, du coup, on est venu mettre, vu que c'est un élément mince, on est venu mettre un ruban posé à la surface. Donc là, on conserve le béton d'origine. Par contre, on vient rajouter du mortier d'enrobage pour du coup, ragréer l'anode. Donc ça a été à chaque fois, selon la géométrie de l'ouvrage, selon chaque cas, un compromis, entre les exigences, demandées. Et du coup, il en a parlé aussi François, mais pour, des questions d'esthétisme et de réversibilité, tout le câblage a été apparent. Les anodes ont été reliées avec des tiges titane, alors qu'usuellement c'était avec des bandes titane. C'est des bandes titane qu'on engrave dans la structure. Donc là, c'était une première pour nous de trouver une solution pour avoir un système qui est beaucoup plus discret. Et on a limité les boîtes de jonction parce que du coup, tout ce petit monde-là, il faut savoir que les 2 postes qui sont sous-estimés en protection cathodique, c'est un la continuité électrique des armatures et 2 le câblage. Tout ce petit monde-là ne fonctionne pas en Bluetooth. Donc tous les composants d'une protection cathodique sont reliés avec des câbles à une armoire de surveillance. Donc les anodes sont reliées avec des câbles, les aciers sont reliés avec des câbles et des capteurs de surveillance. Donc il y en a 144, oui 144 points de mesurage sur la tour qui monitorent les 15, zones et tout ce petit monde-là, il y a des câbles qui ressortent de la structure et qui sont cheminés jusqu'à une armoire de surveillance. Donc il a fallu, camoufler ce câblage, avec, donc c'était par, des goulottes, des chemins de câbles, hem, qui s'intégraient au mieux à l'esthétique, de la structure et on n'a pas mis de boîte de jonction, on a réussi à tout mettre dans les armoires de surveillance qui sont au nombre de 4, et dans lesquelles on a mis des borniers de jonction pour limiter un maximum de boîtes et de câbles et de choses qu'on met à foison dans les parkings, mais qu'on ne mettra pas dans la tour Perret. Du coup, la slide, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. Donc là, vous avez déjà vu ces photos, mais c'était des exemples du coup d'enrayures avec le ruban posé à la surface, qu'on vient ensuite, ragréer. Donc, tout est noyé dans la structure et on peut passer à la dernière slide du coup, ce qu'on a déjà vu. Le TFC carré aussi dont on vous a parlé, qui, combine enfin justement dont l'intérêt est d'avoir un système surfacique sans apport d'enrobage, donc sans surcharger la structure. À droite, vous avez une photo des armoires, de surveillance qui sont au nombre de 4 j'espère que vous les avez toutes trouvées, hier, qui sont au nombre de 4 du coup dans la tour.
Si vous n'avez pas trouvé, je pourrais vous donner des indices. Les piliers sommitaux où on voit d'apparence, uniquement du coup le chemin de câble qui longe, l'accueil du poteau et du coup, pour finir, comme on a activé le système fin février, on a fait une première évaluation des performances, début mars, donc ça peut être la dernière slide s'il vous plaît. Voilà, donc je vous épargne l'explication des petits tableaux. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous expliquer, par la suite. Mais du coup, sur les 144 points de mesurage, on a fait une première évaluation des performances et on a 97 des points de mesurage qui permettent déjà, dès la première évaluation, de valider les critères de performance de la norme, ce qui est extrêmement satisfaisant. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai pas mis de slide de fin donc,